Tout a commencé par 2 lettres et une promesse de mariage. La première lettre a été déposée sur la table des barons, la seconde sur l'autel. La promesse concernait le sort des héritiers et la paix sur une terre où les épées avaient coutume de parler en premier. Lorsque l'encre eut séché, la reine savait déjà qu'elle ne vaincrait pas par la force, mais par la patience, la connaissance des hommes et la fidélité à ses principes. Bonjour mes amis, dites-moi, s'il vous plaît, d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez-le dans les commentaires, cela m'intéresse vraiment et je serai ravi de vous lire. Je vous souhaite une bonne écoute. Éléonore se réveillait tôt et aimait le silence qui régnait dans la cour. À cette heure-là, on pouvait entendre la cuisine, la cour, les palefreniers et le seau tomber dans le puits. Elle croyait que l'ordre se voyait dans les détails et que l'ordre maintenait le pouvoir. Elle dit à l'intendant qu'elle voulait connaître les mouvements du grain dans les greniers, l'évolution des droits de douane, où le sel était stocké, et dans quel monastère les bougies excédentaires avaient été envoyées. L'intendant acquiesça et promit que tout serait sur la table pour le dîner. Elle savait que ce ne serait pas le cas, et apprit donc à regarder avec les yeux de ceux que l'on ne remarque pas. Une jeune femme nommée Alice travaillait à la blanchisserie. On la considérait comme simple d'esprit, car ses mains étaient gercées et sa robe sentait toujours la lessive. Alice savait compter les pelotes de laine, connaissait le prix d'un morceau de tissu et pouvait distinguer un vrai seau d'un faux en sentant la façon dont le ruban se cassait sous ses doigts. Personne ne lui avait demandé de le faire. Elle voyait et mémorisait simplement. Alice remarqua un jour que sur les lettres d'un baron, le ruban était devenu plus épais et la cire d'abeille plus cassante. Elle dit au magasinier que quelqu'un avait acheté une partie de la cire du monastère et la mélangeait à du tallol. Le magasinier balaya ses propos d'un revers de main. Alice n'a rien dit, mais elle a noté cela dans sa mémoire comme un signe inquiétant. Martin était palefrenier dans les écuries. Il avait les épaules maigres, des genoux éternellement couverts de bleu et un vieux cheval balafré que tout le monde trouvait têtu. On se moquait de lui. On disait qu'il montait comme un paysan et qu'il tenait les rênes comme un gamin. Martin répondait rarement, mais il connaissait les gués où l'eau tirait les sabots vers le bas et les sentiers dans les carex des marais où même un chevalier expérimenté s'enfonçait dans la boue. Il observait le vent et comprenait quand la fumée de l'atelier de verrerie changeait de couleur. Il voyait que les sacs qui passaient les cols n'étaient pas ceux indiqués dans les droits de douane et notait silencieusement dans sa mémoire quelle meule de paille dans la cour du baron brûlait trop régulièrement, comme si elle cachait de la résine à l'intérieur. Un jeune copiste nommé Hugo vivait à la cour. Il portait une simple robe, bien qu'il n'ait pas prononcé de vœux monastiques, et c'est pourquoi on l'appelait tantôt apprenti, tantôt copiste adjoint. Hugo était calme et tenait toujours sa plume au-dessus du parchemin, comme s'il l'écoutait. Son mentor disait que ce jeune homme avait une oreille rare pour les mots. Il savait deviner où une phrase cachait une menace et où elle cachait une demande. Éléonore lui confiait le soin de déchiffrer les lettres des barons.
car ceux-ci aimaient écrire de longs messages, masquant le sens par des flatteries. Hugo dit un jour que 3 lettres de personnes différentes contenaient la même comparaison et même la même erreur, comme si elles avaient été écrites par la même personne. Éléonore acquiesça et lui demanda de mettre ces lettres de côté. Le premier jour de l'automne, un coffre rempli de tissus arriva au château. Il avait été envoyé par un parent des barons, qui cherchait depuis longtemps à marier l'une des filles de la reine. Le coffre n'avait rien de particulier. Il sentait le bois frais et la résine, et le couvercle portait le signe habituel de l'atelier. Le coffre fut placé dans les appartements, à côté d'un autre, celui qui devait être envoyé aux alliés avec la dot. La trésorière avait les clés des 2 coffres. Elle aimait l'ordre et demanda à ce que personne ne touche au coffre avant son retour. Mais à l'aube, alors qu'on changeait l'eau dans la buanderie, Alice remarqua qu'une odeur d'herbe amère s'échappait du nouveau coffre. Elle connaissait cette odeur, car elle provenait de la teinture utilisée pour soigner les blessures du palefrenier. Cette herbe pouvait tuer si elle était enfermée dans une aiguillère ou tissée dans la laine. Alice s'approcha de Martin et lui demanda de regarder les charnières. Martin dit que les charnières étaient neuves, mais qu'un mince insert était caché dans l'un des anneaux. Il le retira avec la pointe d'un couteau et comprit qu'il s'agissait d'un os creux. À l'intérieur de l'os se trouvait une aiguille. Martin dit que c'était un piège destiné à blesser quiconque tenterait d'ouvrir le coffre sans la clé. Ils appelèrent le médecin. Le médecin dit que l'aiguille était en os et imprégnée d'herbe noire. Ils transportèrent le coffre dans la cour et l'ouvrirent à travers le tissu. À l'intérieur, tout était en ordre. Des tissus, des cordes, une ceinture et un petit paquet contenant des aiguilles à broder. Le médecin a déclaré que le tissu était propre, mais que le paquet était étrange. Les fils étaient recouverts d'une huile qui ne prenait pas l'eau. Il a ordonné de tout mettre au soleil et à l'air libre pour le sécher. La trésorière revint et dit très en colère qu'elle n'avait demandé à personne de toucher au coffre. Éléonore écouta tout le monde et ordonna d'apporter l'autre boîte, celle qui devait être envoyée aux alliés. Elle demanda à Alice de toucher les rubans des 2 coffres et de dire s'ils étaient identiques. Alice répondit que non. La cire sur les rubans était différente et les empreintes du sceau étaient similaires uniquement par leur dessin, mais pas par leur profondeur. Hugo ajouta que la signature sur la lettre d'accompagnement du coffre contenant les tissus semblait avoir été écrite par une main qui essayait de copier l'écriture de quelqu'un d'autre. Il remarqua une boucle incorrecte et une lettre fusionnée. Éléonore a remercié tout le monde et a demandé à la trésorière de dresser un inventaire. La trésorière s'est vexée, mais a fait ce qu'on lui demandait. Le même jour, une lettre des barons arriva, exigeant que la reine cède certaines terres au fils de l'un d'entre eux en gage de paix. Ils écrivaient qu'ils aimaient l'ordre et ne voulaient pas de trouble, mais qu'ils ne voyaient aucune garantie sans gage.
Hugo lut la lettre et dit que ces gens ne parlaient pas d'ordre, mais de peur de perdre leur influence. Éléonore dit à l'intendant qu'il fallait répondre en envoyant une invitation au conseil. L'intendant répondit que les barons viendraient avec leurs hommes et feraient une pression par leur nombre. Éléonore dit que sa famille, l'Église et les villes viendraient également au conseil. Elle comprenait que si le conseil devenait un marché aux cris, tout s'effondrerait. Elle avait besoin d'ordre et de temps. Pendant la nuit, Martin emmena son cheval dans la cour arrière et se rendit au gué. Il avait avec lui un petit sac en cuir grossier qui ne contenait que 2 objets. Une carte étroite du littoral, sur laquelle il avait lui-même noté la profondeur, et une petite planche en bois avec un clou enfoncé dedans. Il jeta cette planchette dans l'eau et regarda le courant l'emporter. Il savait que si la planchette atteignait l'autre rive plus rapidement, cela signifiait que des bateaux étrangers approchaient et que le courant avait changé de direction. La planche s'éloigna trop rapidement. Martin retourna au château et dit au chef des gardes que des bateaux remontaient le fleuve et qu'ils ne transportaient pas des paysans. Le chef des gardes rit et répondit que le fleuve changeait au fil des saisons. À l'aube, on trouva près de la tanière des traces qui n'auraient pas dû s'y trouver, des talons forgés sur la rive meuble. Éléonore ordonna de doubler les gardes à l'entrepôt. Le matin, un homme vêtu de gris vint voir le frère économe au monastère, se présenta comme marchand de bougies et proposa de la cire bon marché. L'économe ordonna de tout transporter dans la cellule latérale. Alice alla aider, car elle avait l'habitude de se mettre au travail là où l'on manquait de main. Elle prit une bougie et la renifla. Elle ne sentait pas le miel, mais la graisse. L'intendant dit que c'était normal, car en hiver, il y avait peu de cire et la graisse était moins chère. Alice passa silencieusement son doigt sur la mèche et vit qu'elle était recouverte d'une fine poudre. Elle se souvint de l'aiguille trouvée dans le coffre et comprit qu'il ne fallait pas laisser entrer ses bougies dans la chapelle. L'intendant lui dit qu'elle avait rêvé. Elle demanda à Martin d'aller chercher au château une simple bougie provenant du temple, où étaient entreposées les anciennes bougies de rechange. Ils exposèrent les 2 bougies au soleil. L'ancienne bougie fondit régulièrement, tandis que la nouvelle forma une couche trouble autour de la mèche. L'intendant alla voir la mère supérieure et lui raconta tout. Elle ordonna de ne pas laisser entrer les bougies dans l'église et d'en informer la reine. Le marchand avait disparu le soir venu. Le conseil fut fixé au milieu de l'automne. Une semaine avant, 2 autres lettres arrivèrent. L'une était courte et laconique. Elle disait que les barons étaient prêts à parler si la reine ne venait pas avec ses troupes et se contentait de sa suite. L'autre lettre était longue et sérieuse, comme si son auteur l'avait écrite avec une grande inquiétude. Elle expliquait qu'un homme au service de l'un des barons surveillait de près tous les copistes et que toutes les lettres pouvaient être lues. Hugo lut la lettre et dit que l'auteur cachait ses traces derrière une imagerie excessive, mais que sa main tremblait au moment où il écrivait son nom. Il montra comment les lettres étaient décalées.
Éléonore ordonna de répondre qu'elle amènerait le juge ecclésiastique et les représentants des villes au conseil, et que ces lettres étaient protégées par le sceau et la prière. Elle savait que la prière ne protégeait pas contre le couteau et la corruption, mais il fallait dire quelque chose. À ce moment-là, un homme vêtu d'un manteau coûteux arriva à la cour. Il se présenta comme un marchand de la ville sur la rivière et dit qu'il était prêt à accorder un prêt sur la parole de la reine sans garantie. Il dit qu'il aimait l'ordre dans le commerce et voulait la paix, et que pour lui, la paix signifiait des routes sans brigands. L'intendant réagit avec prudence et répondit que les marchands exigeaient toujours un double profit. L'homme répondit que son profit était le marché futur et qu'il était prêt à couvrir le paiement des milices empruntées si la reine accordait aux villes des droits qui les rendraient plus indépendantes. Éléonore a déclaré que les décisions concernant les droits devaient être soumises au conseil. Mais dans une lettre privée adressée aux marchands, elle a écrit qu'elle accepterait son aide et donnerait aux villes le droit de choisir leurs anciens. C'était un bienfaiteur inattendu, et il n'est pas venu avec une épée, mais avec des balances. À la veille du conseil, Hugo disparut pendant une demi-journée. On le retrouva dans une vieille tour, assis près d'une porte fermée, regardant l'escalier. Il dit qu'il ne pouvait pas sortir parce qu'une corde était accrochée à un piquet sous la porte. Quelqu'un l'avait laissé là pour que quelqu'un trébuche, tombe et laisse tomber ce qu'il transportait. Hugo transportait un paquet de lettres qui devaient être envoyées aux villes. Il a dit qu'il n'était pas tombé parce qu'il avait entendu le piquet grincer lorsque le vent tirait sur la corde. Ce grincement était anormal. Il s'est assis sur une marche et y est resté jusqu'à la nuit. On l'a trouvé par hasard. Éléonore a ordonné aux gardes de fouiller tous les passages dans les tours et de rassembler toutes les cordes qui n'étaient pas identifiées comme étant à usage domestique. Lorsque Hugo reprit ses esprits, il apporta à la reine un petit morceau de laine. Il dit qu'il l'avait trouvé près de la porte et que cette laine était aussi fine que celle des couvertures fabriquées dans un seul endroit, l'atelier de la femme du baron, qui exigeait le plus de gages. Éléonore répondit que la laine pouvait s'accrocher à n'importe qui. Mais elle nota dans sa mémoire qui était entré dans la tour la veille et qui en était sorti. Elle savait que ce baron gardait chez lui un homme qui mélangeait la cire avec du tallow, aimait les bougies grasses et se plaignait sans cesse que les monastères étaient trop riches. Le jour du départ pour le conseil, Martin fut arrêté à la porte par deux hommes qui lui demandèrent de montrer son sac. Il répondit qu'il ne contenait que du pain et une ferrure de rechange. Les hommes devinrent grossiers et l'attrapèrent par l'épaule. L'un d'eux le frappa au ventre. Martin se courba, mais ne lâcha pas son sac. Il fut secouru par le palefrenier qui menait justement les chevaux à l'abreuvoir. Il dit que ces hommes étaient des émissaires du baron et qu'ils avaient déjà cassé les serrures des coffres. Le chef des gardes, celui-là même qui se moquait de la planche sur l'eau, dit qu'il les mettrait au cachot. Mais Éléonore ordonna de ne pas faire de bruit et de relâcher les hommes après avoir noté leurs noms. Elle savait que le bruit alimentait la foule, et elle devait rester conciliante jusqu'au conseil.
La route vers le conseil était longue et froide. Martin conduisait les charrettes le long du rivage, où le vent sifflait comme si quelqu'un tirait sur une corde. Il savait comment se diriger vers le bruit et comment s'en éloigner. Il laissa une charrette à l'écart et y cacha les lettres les plus importantes. Il laissa le chariot principal vide, à l'exception d'une couverture et d'un paquet de parchemins neutres. Tout au long du chemin, on tenta de fouiller ce chariot. Il souriait et acquiesçait, puis s'éloignait sur le sentier où lui seul pouvait rester en selle. Le matin, on le prenait pour un garçon. Le soir, on lui demandait de montrer le chemin. Le conseil commença le jour où les feuilles se mirent à tomber sous une pluie légère, sans vent. Les barons arrivèrent avec leurs gardes. Des bancs supplémentaires furent installés dans l'église. Les villes envoyèrent leurs anciens, et le monastère envoya sa supérieure et son économe. Le marchand, vêtu d'un manteau coûteux, s'assit à l'écart, sans intervenir, se contentant d'écouter. Éléonore a déclaré qu'elle avait rassemblé des terres, du grain, du sel, des bougies et des lettres. Elle parlait simplement, sans emphase. Elle a dit qu'elle voyait que, dans certains endroits, une puissance étrangère s'accumulait trop rapidement et que cette puissance ne servait ni la couronne ni la paix. Elle a rappelé que la paix reposait sur 3 choses: le droit, le mariage et le pain. Le droit, c'est quand le juge ne prend pas de rente à celui qui est en procès. Le mariage, c'est lorsque les familles s'unissent non pas pour le profit, mais pour le bien des futurs enfants. Le pain, c'est lorsqu'il y en a assez pour tout le monde en hiver. Elle a déclaré qu'elle était prête à marier sa fille à un homme qui renforcerait la route commerciale entre la mer et les montagnes, affaiblissant ainsi la dépendance vis-à-vis du baron qui exigeait une garantie. Elle a déclaré que les lettres des villes, qui se trouvaient sur la table, demandaient qu'on leur accorde le droit de choisir leurs anciens et de juger selon la loi, et non selon leur bon vouloir. Elle a ajouté que le monastère demandait que le commerce des bougies soit contrôlé, car la cire était étrange cette année, et qu'un coffre contenant des tissus était arrivé avec un piège. Un brouhaha s'éleva dans la salle. Les barons dirent que c'était une calomnie et que la reine humiliait les nobles. La mère supérieure répondit que le monastère n'était ni du côté des barons ni du côté de la reine, mais du côté de la paix, et que quiconque apportait à l'église une bougie avec une mèche sale travaillait pour les ténèbres. À ce moment-là, Hugo s'avança et demanda à lire la lettre. Il dit que cette lettre lui tenait à cœur et qu'il avait peur de la montrer, car elle le concernait personnellement. Il lut que l'auteur de la lettre se reconnaissait comme une personne liée à la maison d'un baron, et qu'il était le fils de ce baron, mais né hors mariage. Il dit que cette maison rejette ses peurs sur les autres, qu'elle empêche la résurrection, écrit des lettres sous de faux noms et incite les gens à mettre du poison dans les aiguilles. Il avoue avoir lui-même écrit pour ces gens en imitant la calligraphie d'autres personnes. Et maintenant, il cesse de le faire. Hugo dit qu'il est l'auteur de cette lettre. Le silence régnait dans la salle.
Le baron, qui était concerné, pâlit. Il dit qu'il ne connaissait que des enfants légitimes. Mais la mère supérieure dit qu'elle se souvenait d'une femme qui était venue il y a de nombreuses années avec un bébé et une boucle dorée. Elle avait alors dit que l'enfant appartenait à la maison du baron et avait laissé la boucle au couvent. La mère supérieure ordonna d'apporter le coffre où étaient rangées les affaires oubliées. Dans le coffre, on trouva une boucle sculptée portant le blason familial. Hugo retira la lanière de cuir qu'il portait autour du cou et montra le petit signe que sa mère lui avait donné avant de mourir. Le signe correspondait au blason. C'était une parenté cachée à laquelle personne ne s'attendait, et elle frappa non pas la reine, mais le baron. Le baron murmura qu'il ne reconnaissait pas cette parenté. Mais la mère supérieure répondit que l'Église gardait la vérité, même si elle n'était pas aimée. Le marchand en cape resta silencieux. Les villes chuchotaient, et dans les rangs des gardes, quelqu'un se signa discrètement. Éléonore n'insista pas. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin d'humilier le baron, mais qu'elle avait besoin de paix, et que la paix impliquait la vérité. Elle répéta qu'elle marierait sa fille à une famille qui lui ouvrirait la voie, et qu'il restait une place pour le baron s'il renonçait à la garantie exigée et acceptait des règles communes. Elle proposa au baron un choix. Soit il s'impliquait dans le commerce de la cire, des lettres et des aiguilles, et alors il serait responsable de tout ce qui avait été fait, soit il se retirait, et alors il serait jugé pour ce que ces hommes avaient fait à son insu. Le baron répondit qu'il n'était pas prêt à répondre ici et maintenant. La supérieure a déclaré que l'Église lui accorderait un jour de réflexion et un lieu de prière. Éléonore a accepté et a déclaré qu'elle ne signerait rien ce jour-là, à l'exception d'une seule chose, une promesse de mariage. Elle a donc signé une promesse qui garantissait une alliance avec la maison qui contrôlait la route vers la mer. Le soir venu, tout semblait être réglé. Mais la nuit apporta autre chose. Un homme arriva au marché avec une charrette remplie de bougies. Il les vendait à l'unité et demandait à être payé immédiatement. Un garçon se faufilait dans la foule, tirant les gens par la manche et chuchotant que l'auvent des échoppes de la ville aurait brûlé si le vent avait été plus fort. Alice, qui était venue au marché pour acheter de la toile grossière, sentit la même odeur âcre que celle qui émanait du coffre. Elle remarqua que les mèches des bougies de ce marchand étaient légèrement grises et semblaient avoir été frottées. Elle dit au garde municipal qu'il ne fallait pas laisser entrer ces bougies dans les maisons. Le garde se mit à rire. Alice arracha une bougie au marchand et la cassa en deux. Un fil fin s'échappa de l'intérieur. Il était recouvert de poudre. Le garçon s'enfuit. Le marchand tenta de frapper Alice. Martin, qui se tenait près du puits, réussit à la protéger de son corps. Il reçut un coup de poing dans l'oreille, tomba, se releva et serra les mains du marchand si fort que celui-ci gémit. Les gens autour rirent d'abord, puis ils virent que la cire était sale, et leurs rires se transformèrent en cris. Le marchand
fut conduit devant le juge de la ville. Il déclara qu'il n'était qu'un simple charretier et que la marchandise lui avait été donnée par un homme portant une boucle de ceinture dans la maison du baron. C'était trop direct, comme si c'était fait exprès. Éléonore comprit que quelqu'un voulait faire tout cela de manière brutale et bruyante afin de perturber le conseil. Pendant la nuit, quelqu'un a tenté de mettre le feu à l'auvent à l'entrée de la salle du conseil. L'auvent avait été aspergé de graisse et de mèches. Alice a retiré l'auvent et l'a éteint avec l'eau d'un tonneau. Elle s'est brûlé les mains, mais n'a pas reculé. Martin a monté la garde, et Hugo est resté assis toute la nuit près des tables où se trouvaient les lettres, les mains posées sur les seaux. Il a dit que si quelqu'un s'approchait, il laisserait des traces de sueur. Le matin, il n'y avait pas de sueur sur les seaux. C'était étrange car il y a toujours des curieux la nuit. Cela signifie que cette fois-ci, les curieux avaient peur. À l'aube, les hommes du baron arrivèrent. Ils annoncèrent que le baron était tombé malade et demandaient de reporter la conversation. Ils parlaient de manière trop posée. La supérieure dit que la maladie ne venait pas selon un horaire précis, mais que la prière aurait lieu quand même. Éléonore ordonna discrètement à Martin de surveiller la route et de voir si des troupes étrangères approchaient. Martin dit que l'eau de la rivière coulait calmement et qu'il n'y avait aucune trace de bateau à sa surface. Mais sur la rive opposée, il trouva un feu qui ne chauffait pas. Cela signifiait que personne n'était assis près du feu, mais qu'il avait été allumé en guise de signe. Martin comprit où se ferait le contournement et y posta 2 gardes de la ville qui connaissaient les gués. Il leur ordonna d'écouter non pas l'eau, mais les oiseaux. Si les oiseaux s'envolaient sans bruit, cela signifiait que quelqu'un rampait. Et s'ils s'envolaient bruyamment, cela signifiait qu'ils marchaient debout. Dans l'après-midi, la 2e réunion du conseil commença. Les villes apportèrent leurs statuts, le monastère une liste des arriérés, le marchand une quittance de prêt. Éléonore posa sur la table le plan du réseau routier que les charpentiers avaient réalisé pour la construction des ponts. Elle avait l'intention de lier les exigences des villes aux obligations de réparation des routes. Elle savait que si l'on accordait des droits sans obligation, tout s'effondrerait. Elle décida que contraindre les villes à entretenir les ponts leur donnerait une raison de protéger les routes. Elle annonça que le Trésor public allouerait du grain à ceux qui avaient souffert du froid de l'année précédente, mais qu'il percevrait en contrepartie un pourcentage sous forme de droits de douane futurs. Elle s'exprima brièvement. Les barons écoutèrent. Certains approuvèrent, d'autres froncèrent les sourcils. Le marchand au manteau coûteux avait disparu. L'intendant dit qu'il était parti inspecter les entrepôts. Éléonore ressentit de l'inquiétude. Si cet homme s'avérait être le jouet d'autres mains, son plan avec les villes s'effondrerait. Mais, le soir venu, le marchand revint avec 3 personnes, des anciens que personne n'avait appelés. Il dit qu'ils étaient venus à sa demande et qu'ils étaient prêts à signer immédiatement l'accord de prêt. Il devint ainsi l'étranger
qui, d'une seule décision, fit basculer la situation dans une nouvelle dimension. Non pas avec une épée, mais avec un reçu. Dans l'agitation, Alice remarqua près du coffre du trésorier un homme qui traînait souvent dans l'ombre du bord. Il tenait une bougie dans ses mains et la plaçait contre une fissure dans le bois. Elle fut secouée, car c'était le signe évident que quelqu'un cherchait un courant d'air. L'homme cherchait où faire passer la fumée. Alice s'approcha et lui demanda par l'intermédiaire d'une tierce personne ce qu'il faisait. Il répondit par l'intermédiaire d'une connaissance qu'il comptait les fissures afin de les colmater. Elle lui demanda de lui montrer la cire. Il lui en donna un morceau. Elle le brisa et vit une couche grise. Elle alla voir le juge et lui dit que la cire de cet homme était de mauvaise qualité. Le juge répondit que ce n'était pas le moment. Alice s'est mise en colère, a attrapé une bûche et a pressé la bougie contre elle. Le cire a dégagé une fumée noire. Le juge a hoché la tête et a ordonné de ligoter l'homme. C'était une scène banale qui s'est transformée en thriller pendant un instant. Tout le monde a vu comment, juste à côté du pain et du sel, on pouvait cacher un feu qui brûlerait les accords. Le soir venu, Hugo apporta un petit livre en cuir dans les appartements de la reine. Il dit qu'il l'avait trouvé dans les vêtements de l'homme arrêté. Le livre contenait des copies de lettres écrites de sa main. Hugo ne détourna pas les yeux. Il dit qu'il aurait dû parler plus tôt. Il dit que cet homme savait tout de lui et utilisait sa peur de son père comme prétexte. Éléonore prit le livre et dit que la peur était une mauvaise conseillère. Elle ordonna à Hugo d'aller voir la mère supérieure. La mère supérieure dit que l'Église lui donnerait la paix et un travail où il écrirait non par peur, mais pour la vérité. Pendant la nuit, Éléonore écrivit 3 lettres. La première était destinée à la femme du baron. Elle écrivait qu'elle avait la preuve de leur liaison, mais qu'elle ne cherchait pas à les déshonorer. Elle demandait à la femme de comprendre que la vérité était nécessaire pour la paix. Elle promettait de ne pas changer publiquement l'ordre établi dans la maison si la femme empêchait elle-même son mari de commettre les pires erreurs. La deuxième lettre était destinée aux villes. Elle écrivait que leurs demandes de droits avaient été entendues, mais que les droits exigeaient des obligations en matière de ponts et de foires. La troisième lettre était adressée aux marchands. Elle écrivait que le prêt serait accepté, mais qu'ils devaient protéger les routes contre les brigands, non pas sur le papier, mais avec ses propres hommes. Elle disait que s'il refusait, sa parole serait vaine et qu'il perdrait le marché futur. Elle savait que sa force résidait dans l'avenir qu'il dessinait lui-même. À ce moment-là, Martin se tenait près du mur, sentant la fraîcheur de la pierre. Il se souvint des moqueries dont il avait été l'objet et de sa chute près du puits. Il regarda ses mains et comprit qu'il avait tenu entre ses mains bien plus que des reines ces derniers jours. Il avait tenu entre ses mains le destin de l'être qui pouvait bouleverser la maison. Il sourit doucement et partit faire le tour des bois. Il fit un cercle plus large
que ce qu'on lui avait demandé, car il ne faisait pas confiance aux mots, mais à la terre. Il remarqua une empreinte de fer à cheval sans crampons et comprit que quelqu'un se cachait. Il sortit sur le sentier et vit un petit foulard qui se balançait sur une branche. C'était un signe utilisé par les bergers pour transmettre des messages. Il mémorisa le nœud et repartit. Au matin, l'agitation régnait dans le camp des barons. Les serviteurs disaient que leur maître était parti se confesser. La supérieure affirmait que c'était un mensonge, car elle était restée à l'église toute la nuit. Éléonore comprit que le baron essayait de rejoindre ses hommes et que désormais, ce ne seraient plus les mots qui compteraient, mais la force. Elle ordonna d'ouvrir les logias et de laisser entrer les gens dans la cour. Elle dit à voix haute, pour que tout le monde l'entende, que les barons pouvaient venir avec leurs hommes et repartir avec leurs hommes, mais qu'ils ne pouvaient pas emporter les sceaux étrangers hors de la salle. Elle plaça près des tables les sceaux des anciens de la ville, qui ne craignaient pas les barons, car ils avaient derrière eux leurs boutiques et leurs ateliers. Elle repoussa le coffre-fort et ne laissa à la vue de tous qu'un seul parchemin, la promesse de mariage. Au milieu de la journée, la femme du baron est arrivée. Elle est entrée sans escorte, accompagnée seulement de 2 femmes. Elle a dit que son mari était parti sans sa permission et qu'une boucle très ancienne avait disparu du coffre où elle les gardait. Elle a demandé à la mère supérieure de lui montrer le sceau. La mère supérieure lui a montré la boucle qui avait été trouvée dans le monastère. La femme du baron se mit à pleurer doucement et dit qu'il n'était plus possible de cacher la vérité. Elle reconnut Hugo comme le fils de son mari. Ce fut une scène difficile, mais elle apporta la clarté. Après cela, ils décidèrent de faire une dernière tentative de règlement. Éléonore annonça qu'elle était prête à signer une paix commune, dans laquelle les villes obtenaient des droits et des obligations. Le monastère le contrôle de la fabrication des bougies, les barons des limites claires de juridiction et d'impôts, et la couronne la reconnaissance des contrats de mariage comme principal instrument de l'union. Elle a déclaré que toutes les parties prêteraient serment et que celles qui le violeraient perdraient leur droit d'être jugées par la cour et seraient jugées par les tribunaux des villes. Cela portait un coup à ceux qui avaient l'habitude de régler les conflits par la force, mais donnait un soutien à tous les autres. Le baron ne s'est pas présenté et a envoyé à sa place un homme qui a tenté de lire une longue liste de revendications. Il a parlé de la lignée et de l'honneur, des anciens privilèges et du fait que les nouvelles règles ruineraient les nobles. Les villes répondirent que sans route, il n'y aurait plus de revenus pour la noblesse. La supérieure déclara que les bougies seraient désormais mesurées selon le tableau du monastère et que quiconque apporterait de la graisse sous forme de cire paierait une double aumône et passerait la saison à travailler. Le marchand vêtu d'un manteau coûteux se leva et déclara que ses hommes étaient prêts à protéger les ponts et les foires. Il promit de tenir compte de chaque pièce et d'ouvrir les livres pour vérification. Il déclara que ses profits seraient visibles
lorsque les charrettes transportant du grain et du sel traverseraient le pont. Les barons sourirent, mais leur sourire trahissait leur peur. Ils sentaient que le monde ne se déroulait pas comme ils l'avaient prévu. À ce moment-là, Martin entra dans la salle. Il parlait calmement, mais tout le monde pouvait l'entendre. Il dit qu'il avait vu les hommes du baron essayer de traverser le marais à l'extérieur de la ville, et qu'ils avaient perdu leur cheval. Il montra un nœud de corde qu'il avait retiré d'une branche. Il expliqua que ce nœud signifiait une tentative de transmettre un message au berger afin qu'il donne l'alerte. Il ajouta que les bergers avaient refusé et l'avaient conduit sur le sentier où se trouvaient les habitants de la ville. Il a dit que ces gens n'étaient pas armés, mais qu'ils tenaient bon, car ils savaient que leur pain en dépendait. Cette scène, simple et rude, a soudainement rendu Martin visible. 3 anciens se sont approchés de lui et lui ont serré la main. L'un des chevaliers a murmuré que ce messager se comportait mieux que leur jeune. Pendant ce temps, le baron s'approchait de la ville avec une dizaine de fidèles. Il comptait sur la confusion, mais les portes étaient gardées par les habitants. L'intendant du monastère et 2 chevaliers fidèles à la reine. La femme du baron est sortie sur les remparts et a déclaré que son mari n'entrerait pas tant qu'il n'aurait pas donné sa parole. Le baron rit et dit par l'intermédiaire de son serviteur qu'il venait se confesser. La mère supérieure répondit par l'intermédiaire du messager que l'Église ne le laisserait pas entrer sans qu'il se repente des actes dont elle avait connaissance. Le baron comprit qu'il allait devoir se rendre dans la salle et jouer le jeu des autres. Quand il entra, Éléonore ne tarda pas. Elle posa sur la table la boucle, le livre de Hugo et les lettres des villes. Elle dit qu'il y avait là 3 fondements du monde. La reconnaissance de la vérité dans la maison, la reconnaissance des droits dans les villes et la reconnaissance du devoir envers l'avenir. Elle ajouta que sa maison pourrait rester grande s'il renonçait aux mauvaises personnes et acceptait les règles. Elle n'exigeait pas l'humiliation, elle exigeait le choix. Le baron regarda sa femme, la boucle et Hugo. Il dit qu'il ne reconnaissait pas son fils. Sa femme répondit qu'elle le reconnaissait. La supérieure dit que l'Église reconnaissait ce fait. Les villes dirent qu'elles se moquaient de savoir de qui il était le fils. Ce qui leur importait, c'était les routes. Le marchand a dit que ce qui lui importait, c'était la parole de la reine et la signature des barons. À ce moment-là, le baron ait compris que ses méthodes habituelles, la flatterie, la corruption, la peur, ne fonctionnaient pas ici. Il a dit entre ses dents serrées qu'il signerait, mais qu'il exigeait que ces hommes ne soient pas jugés par le tribunal municipal pour des affaires anciennes. Éléonore répondit que le passé ne concernait que 2 choses, les bougies et les lettres. Les bougies seraient payées en argent et par le travail au monastère. Chacun répondrait des lettres qu'il avait écrites. Hugo se leva et dit qu'il était prêt à répondre et à travailler pour le monastère autant qu'on le lui demanderait. Le monastère acquiesça.
Ce fut un coup dur pour le baron, car il perdait ainsi son emprise sur le jeune homme. La paix fut signée. Elle était inégale pour les orgueilleux, mais honnête pour ceux qui transportaient des charrettes dans la boue. Les villes obtinrent le droit de choisir leurs anciens et l'obligation de réparer les pompes. Le monastère obtint le droit de mesurer les bougies. La couronne obtint la reconnaissance des mariages comme principal moyen d'union et le droit à une taxe distincte sur les foires, qui serait reversée aux routes. Les barons ont obtenu des frontières claires à l'intérieur desquelles ils pouvaient juger, mais ne pouvaient pas entraver le commerce. Le marchand a obtenu un reçu de prêt et un reçu en retour de la couronne. Martin a obtenu la mission d'accompagner les enfants de la noblesse sur les routes afin qu'ils voient la terre réelle et non des cartes. Alice, un poste au trésor public, où elle devait vérifier les sceaux et les tissus. Hugo, un emploi au monastère et le droit de revenir à la cour lorsqu'il se sentirait prêt. Tout semblait s'être stabilisé. Mais une semaine plus tard, le matin, un simple panier de pain et 3 petites cruches d'huile furent déposés sur le seuil des appartements de la reine. C'était un cadeau de « personne reconnaissante », comme quelqu'un l'avait écrit sur un morceau de parchemin. Cela semblait normal. Mais Alice remarqua que le seau d'une des cruches était légèrement enfoncé, comme s'il avait été retiré puis remis en place. Elle demanda de ne pas toucher aux cruches et ordonna qu'on lui apporte un bol d'eau. Elle versa une goutte d'eau d'une des cruches dans le bol, et l'eau devint trouble. Dans les 2 autres, elle est restée claire. Elle a dit qu'on avait ajouté de l'herbe broyée à l'huile. C'était une nouvelle tentative d'attaque domestique, aussi simple que le petit déjeuner. Éléonore a ordonné de trouver celui qui avait apporté le panier. Le cuisinier a dit que c'était un garçon qui l'avait laissé. On a trouvé le garçon à la porte. Il a dit qu'on lui avait donné du pain et qu'on lui avait dit que s'il déposait le panier devant la porte, il en recevrait davantage. Il s'est mis à pleurer et a dit qu'il ne le ferait plus jamais. Éléonore a ordonné de le nourrir et de le laisser partir. Elle a dit que les adultes devaient répondre de leurs actes, mais que l'enfant devait seulement retenir qu'il ne fallait pas déposer l'huile d'autrui devant la porte d'autrui. À travers ce simple incident, tout le monde comprit à quel point le mal se glisse facilement dans les choses quotidiennes. C'est pourquoi le Trésor commença à tenir un registre des dons, le monastère un registre des bougies, et les villes un registre des personnes qui avaient fait du commerce à la foire au cours du dernier mois. Une organisation minutieuse qui n'aime pas le bruit, mais apprécie la précision, a vu le jour. Cela exaspérait le baron, mais il avait signé la paix et ne pouvait plus revenir sur sa signature. Le temps passait. La route vers la mer reprenait vie. Le mariage annoncé par la reine consolidait l'union qui rompait l'ancienne chaîne d'influence. Les hommes du baron tentèrent d'abord de grogner, mais sans ravitaillement, ils se résignèrent rapidement. Le marchand entretenait les ponts et rédigeait les factures.
il ne trompa personne. Les artisans de la ville se rendirent aux foires et rapportèrent du sel et du vin. Martin les accompagna, leur montra les gués où l'eau était devenue impraticable pendant la crue et leur apprit à lire le vent. On l'accueillait désormais comme un homme qui non seulement livrait le courrier, mais préservait aussi la vie sur les routes. On lui donna un nouveau cheval et on laissa l'ancien dans l'écurie en souvenir. Il ne s'en vantait pas, mais les chevaliers commencèrent à l'écouter, car ils savaient ce qu'ils ignoraient, où la terre cède lorsqu'elle ne veut pas retenir les sabots. Alice était assise dans une petite pièce froide avec des rubans, de la cire et des tissus. Elle vérifiait chaque seau. Ses doigts n'étaient plus rugueux, car elle les enduisait d'huile. Mais ses jointures portaient encore les traces blanches de son ancien travail. Elle comptait les pelotes et refusait celles qui contenaient une cire étrange. Au début, les gens râlaient, puis ils s'y habituèrent. Elle devint une personne dont le regard valait de l'argent. La trésorière râla d'abord, puis demanda à Alice de l'aider. Non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'elle voyait son utilité. Hugo vivait au monastère, il écrivait proprement et rapidement. Il a compilé un recueil de lettres qui servait désormais à former les jeunes scribes et qui ne permettait pas de confondre le sens. Il écrivait de manière régulière, mais chaque fois qu'il prenait en main la boucle qu'on lui montrait parfois, sa main tremblait. Il savait que sa place n'était plus aux côtés de son père, qui avait refusé de le reconnaître, mais aux côtés de la vérité, qui l'avait reconnu. Ce n'était pas facile, mais c'était honnête. Un jour, en hiver, le baron envoya une lettre dans laquelle il demandait une réduction des droits de transport du bois, car la neige avait retardé la fonte dans sa fosse à coke, et ses hommes allaient mourir de froid. Hugo lut la lettre et dit qu'elle était écrite sans la flatterie habituelle. Éléonore répondit qu'elle réduirait les droits pour 1 mois si le baron fournissait des hommes pour déblayer la route et rendait compte ouvertement du bois. Le baron accepta. Il comprit qu'on lui parlait désormais le langage des affaires. Et cela lui semblait plus clair que le langage de la fourberie. 1 an plus tard, un artisan itinérant qui réparait des ponts arriva au château. Il raconta que dans une paroisse lointaine, un marchand qui accordait des prêts avait construit un entrepôt où l'on pouvait stocker le grain jusqu'au printemps sans qu'il moisisse. Il dit que cela avait tout changé, car désormais, il n'était plus nécessaire de brader ses produits à l'automne et de mourir de faim en hiver. Il a dit que la reine savait comment faire en sorte que les petites choses s'additionnent pour former de grandes choses. C'étaient des mots simples, mais ils étaient plus clairs que n'importe quel hymne. Tout cela n'était pas un conte de fées. C'était une question de calcul, de patience et de capacité à voir les gens. Les mariages sont devenus des alliances, les lettres des épées. Mais les épées ne coupaient pas la chair. Elles coupaient les chaînes des habitudes. Les personnes méprisées devinrent un soutien. Martin, que l'on croyait aveugle aux mots, se révéla être celui qui entendait la terre. Alice, que l'on ne considérait pas, devint la référence en matière de sots étrangers. Hugo,
que l'on tenait en laisse, choisit lui-même sa voie et devint une voie à laquelle on croyait. Le soir, lorsque la dernière feuille fut archivée et que les bougies brûlaient d'une lumière régulière, Éléonore sortit sur la galerie. En bas se trouvait la cour. On y suspendait des imperméables mouillés pour les faire sécher. On y partageait le pain et on y discutait du prix du sel. Elle se tenait là et pensait que la victoire n'était pas un cri sur la place publique, ni un cachet sur un grand journal. La victoire, c'est quand il y a assez de pain en hiver, quand une lettre arrive sans tache de sang, quand une fille se marie non par envie, mais pour le chemin que verra son enfant. Elle savait que demain, il y aurait à nouveau des lettres, à nouveau des demandes, à nouveau quelqu'un qui apporterait un panier de pain. Elle n'avait pas peur. Elle avait Alice, Martin, Hugo, la mère supérieure, le marchand, les villes, les ponts et un simple calcul. Le temps passa encore. Un jour de printemps, un vieil homme arriva dans la cour, portant dans ses mains une corne avec un seau. Il dit qu'il venait plaider la cause de son petit-fils, qui avait été arrêté au marché avec de la mauvaise cire. Il dit que le garçon ne comprenait pas ce qu'il faisait. Le juge répondit que ce n'était pas une excuse. La supérieure dit que le garçon travaillerait à la fabrique de bougies du monastère, jusqu'à ce qu'il apprenne à distinguer la bonne cire de la mauvaise, les yeux fermés. Alice a dit qu'elle l'apprendrait et veillerait à ce qu'il ne triche pas. Le vieil homme s'est incliné. Il a dit que son petit-fils n'était pas méchant, juste stupide. On lui a répondu que la stupidité n'était pas éternelle, si tout était en ordre autour de lui. Le soir même, un messager du baron arriva à la porte. Il apporta un petit sac et une note. Le sac contenait des pièces d'argent, et la note disait que le baron remboursait sa dette pour les bougies qui avaient autrefois été livrées avec des mèches sales, même s'il n'avait pas encore reconnu sa faute. Il ajouta que la paix était plus avantageuse que l'orgueil. C'était étrange de sa part, mais c'était juste. La paix ne reposait pas sur un miracle ou la peur, mais sur le fait que chacun avait sa place. Les barons avaient des frontières bien définies. Les villes avaient le droit de choisir. Les monastères avaient le devoir de mesurer. Les marchands avaient des livres comptables honnêtes. Les messagers avaient la route. Les blanchisseuses avaient le sceau. Les copistes avaient la parole. Et la reine avait un devoir. Elle sauvait l'héritage des enfants et menait une politique plus intelligente que celle des généraux. Elle savait que le bruit serait toujours remplacé par un nouveau bruit, et que l'ordre serait toujours remplacé par une nouvelle habitude. Plusieurs jours après le conseil, une nouvelle arriva d'un port lointain. Deux clans, qui se disputaient depuis longtemps le stockage du sel, s'étaient mis d'accord. Ils avaient signé un accord non pas avec des épées, mais avec une dot. Cette dot était modeste, mais elle contenait une carte des ponts construits au cours de l'année. Une lettre était jointe à la carte, indiquant que cet accord avait été signé en mémoire de la paix conclue sous le règne de la reine. Cette lettre passa de main en main et arriva jusqu'à la blanchisserie. Alice la lut et sourit. Ses doigts savaient comment déchirer le ruban,
mais il tenait maintenant le papier avec douceur. Lorsque l'hiver arriva, les routes résistèrent. À la foire, des rangées de bougies étaient exposées, et chacune brûlait régulièrement sans suie. Martin emmena les garçons le long de la rivière et leur montra où la glace tenait bon et où elle se fissurait, même si la surface était lisse. Hugo rédigea un ensemble de règles d'écriture pour les clercs de la ville. La supérieure rédigea un livre sur les mesures de cire. Le marchand ouvrit un nouvel entrepôt où le grain ne noircissait pas. Le baron envoya un sac de farine à la cuisine du monastère, et personne n'en fit toute une histoire. Cette saison, il est apparu clairement que la force ne réside pas dans les cris, mais dans un réseau de petites relations où chacun connaît sa place. Éléonore savait tisser de tels réseaux. Elle apprenait à ses enfants à ne pas rechercher la gloire dans les tournois, mais à maintenir la paix sur les routes. Elle leur a dit à travers une histoire que les mariages doivent être construits comme des ponts, afin que non seulement les guerriers puissent les traverser, mais aussi les charrettes. Elle a dit que les lettres doivent être écrites non pas pour menacer, mais pour clarifier les choses. Elle a dit qu'un rang inférieur ne signifie pas un esprit inférieur, et que le temps permet à un esprit inférieur de s'élever chaque jour. Ainsi s'acheva une année et une autre commença. Rien de merveilleux ne se produisit, mais une bougie propre brûlait dans la chapelle. Le pont ne s'effondra pas, et le pain ne manqua pas. Les greniers dégageaient une odeur agréable de céréales. Les seaux ne contenaient que du miel, et les lettres ne contenaient que des mots. Les gens se souvenaient et riaient désormais différemment. Ils ne se moquaient plus de Martin, mais riaient avec lui lorsqu'il racontait comment la planche indiquait l'eau. Ils ne se moquaient plus d'Alice, mais la remerciaient d'avoir mis fin aux mauvaises bougies. Ils ne se moquaient plus de Hugo, mais lui faisaient signe lorsqu'il leur apprenait à écrire de manière concise et claire. Et si quelqu'un demande comment la reine a surpassé les barons, la réponse sera simple. Elle n'a pas attendu un miracle et n'a pas maudit ses ennemis. Elle a construit des mariages comme des ponts, des lettres comme des épées, des gens comme des piliers. Elle a trouvé ceux qui n'étaient pas pris en compte, et elle leur a donné une place au cœur du royaume. Alors, les cœurs ont battu plus régulièrement, et les mains ont cessé de se tendre vers les sceaux étrangers. C'est cela la justice qui ne tombe pas du ciel, mais qui pousse de la terre.